brancards sont déjà à la gare. Nous attendons le train. Il pleut. La gare n'a pas de toit. Les couvertures sont minces. Nous patientons depuis 2 heures. Le sergent-major veille sur nous comme une mère. Quoique j'aille très mal, je prépare notre plan. C'est pourquoi, sans avoir l'air de rien, je montre les paquets et je donne un cigare comme acompte. En échange, le sergent-major met sur nous une toile de tente. « Albert, mon vieux, fais-je en me souvenant soudain, et notre lit à ciel, et le chat. Et les fauteuils, ajoute-t-il. Oui, les fauteuils en pluche rouge. Le soir, nous y étions assis comme des princes, et nous nous proposions de les louer à l'heure plus tard. Pour 1 heure, une cigarette. Ça aurait été une existence sans souci, en même temps qu'une bonne affaire. Albert, dis-je brusquement, et nos sacs de Boostify. Nous devenons mélancoliques. Nous aurions pu si bien utiliser ces choses-là. Si le train partait un jour plus tard, Kat, certainement, nous aurait trouvés et nous aurait apporté la camelote. Maudit destin! Nous avons dans l'estomac une soupe à la farine, maigre nourriture d'hôpital, tandis que dans nos sacs, il y a du rôti de porc. Mais nous sommes si faibles que nous n'avons même pas la force de nous émouvoir à ce sujet. Les brancards sont tout mouillés lorsqu'au matin, le train arrive. Le sergent-major nous fait placer dans le même compartiment. Il y a là une quantité de dames de la Croix-Rouge. Kropp est couché en bas. On me soulève pour me mettre dans le lit au-dessus de lui. « Ah, mon Dieu !» dis-je soudain. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande l'infirmière. Je jette un regard sur le lit. Il est fait avec des draps d'une blancheur de neige, des draps d'une propreté inimaginable et qui gardent encore les plis de la blanchisseuse. En revanche, ma chemise n'a pas été lavée depuis 6 semaines et elle est affreusement sale. « Ne pouvez-vous pas entrer tout seul dans le lit ?» demande l'infirmière avec inquiétude. « Si, dis-je en transpirant, mais d'abord, enlevez ces draps. »« Pourquoi ?»« Je trouve que je ressemble à un porc et il faut que je m'étende dans ces draps. »« Mais, dis-je en hésitant, ça va se salir un peu ?» demande-t-elle d'un ton encourageant. « Ça ne fait rien, nous n'aurons qu'à les laver. »« Non, ce n'est pas ça, dis-je avec agitation. Je ne suis pas fait pour ce raffinement de civilisation. »« Nous pouvons bien laver un drap de lit pour vous qui avez été là-bas dans la tranchée, poursuit-elle. Je la regarde. Elle est appétissante et jeune, lavée à la perfection et fine, comme tout ce qu'il y a ici. On ne comprend pas que ce ne soit pas uniquement réservé à des officiers, et on se sent mal à l'aise et voire un peu en danger. Cependant, cette femme est un bourreau, elle me force à tout dire. C'est simplement... Je m'arrête. Elle doit pourtant bien comprendre. Qu'est-ce qu'il y a encore ? À cause des poux, finis-je par beugler. Elle rit. Il faut bien qu'eux aussi aient parfois de bons jours. Maintenant, je n'ai plus à insister. Je me glisse dans le lit et je me couvre. Des doigts passent sur ma couverture. C'est le sergent-major. Il s'en va avec les cigares. Au bout d'1 heure, nous remarquons que le train est en marche. La nuit, je me réveille. Kropp remue lui aussi. Le train roule doucement sur les rails. Nous avons encore de la peine à comprendre tout ceci, un lit, un train, le retour chez soi. Je murmure. « Albert !»« Oui ?»« Sais-tu où sont les cabinets ?»« Je crois que c'est de l'autre côté, à droite de la porte. Je vais voir. » Il fait sombre. Je cherche à tâtons le bord du lit et j'essaie de descendre avec précaution. Mais mon pied ne trouve pas d'appui. Je me sens entraîné, ma jambe plâtrée ne m'est d'aucun secours et me voici tombant sur le parquet à grand bruit. « Nom de Dieu !» dis-je. « Tu t'es cogné ?» demande Kropp. « Tu as dû pourtant l'entendre, mon crâne !» Là-bas, à l'arrière du wagon, la porte s'ouvre. L'infirmière arrive avec une lumière et m'aperçoit. « Il est tombé du lit !» Elle me tâte le pouls et touche mon front. « Mais vous n'avez pas de fièvre ?»« Non. »« Avez-vous rêvé ?» demande-t-elle. « Sans doute.
fais-je évasivement. Maintenant, l'inquisition recommence. Elle me regarde avec ses yeux brillants. Elle est propre et merveilleuse. Je puis d'autant moins lui dire ce que je veux. Je suis replacé dans mon lit. Ça va faire du joli. Lorsqu'elle sera partie, il faudra que j'essaie aussitôt de redescendre. Si c'était une vieille femme, il serait plus facile de lui dire la chose. Mais elle est jeune. Elle a tout au plus 25 ans. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas lui dire ça. Alors, Albert vient à mon aide. Il ne se gêne pas. Il faut dire que, après tout, ce n'est pas lui que ça concerne. Il appelle l'infirmière. Elle se retourne. « Mademoiselle, il voudrait… » Mais Albert, lui non plus, ne sait plus comment s'exprimer pour être décent et irréprochable. Parmi nous, au front, un seul mot suffit pour le dire. Mais ici, en présence d'une dame comme cela… Cependant, tout à coup, le souvenir de l'école lui revient et il achève sans difficulté. « Mademoiselle, il voudrait sortir. »« Ah, bien, » fit l'infirmière. « Mais pour cela, il n'a pas besoin de descendre du lit avec sa jambe plâtrée. »« Que voulez-vous qu'on vous donne ?» fait-elle en s'adressant à moi. Cette nouvelle tournure me remplit d'un effroi mortel, car je n'ai aucune idée de la façon dont ces choses-là s'expriment en langage technique. L'infirmière vient à mon aide. « Le petit ou le gros ?» Quel ridicule! Je transpire comme un bœuf et je dis d'une voix embarrassée « Eh bien, simplement le petit. » Tout au moins, j'ai eu encore un peu de chance. On m'apporte une espèce de bouteille. Au bout de quelques heures, je ne suis plus le seul dans mon cas, et au matin, nous sommes habitués et nous demandons sans la moindre gêne ce dont nous avons besoin. Le train marche lentement. De temps en temps, il s'arrête, et l'on en descend les morts. Il s'arrête souvent. Albert a la fièvre. Moi, je ne vais pas trop mal, malgré mes douleurs. Mais le pire, c'est que, probablement, j'ai encore des poux sous le plâtre de mon pansement. Cela me démange terriblement, et je ne peux pas me gratter. Nous sommeillons presque tout le temps. Le paysage passe paisiblement devant nos fenêtres. La troisième nuit, nous arrivons à Herbesthal. J'entends dire à l'infirmière qu'Albert, à cause de sa fièvre, va être débarqué à la prochaine gare. Je demande jusqu'où va le train. Cologne. Albert, nous allons rester ensemble, dis-je, tu vas voir. À la prochaine tournée de l'infirmière, je retiens mon souffle et je presse mon haleine dans ma tête. Elle s'enfle et devient rouge. L'infirmière s'arrête. « Avez-vous des douleurs ?» Je gémis. « Oui, c'est venu brusquement. » Elle me donne un thermomètre et s'en va plus loin. Je n'aurais pas été à l'école de Cat si je ne savais pas ce qu'il faut faire. Ces thermomètres ne sont pas prévus pour des soldats expérimentés. Il s'agit simplement de faire monter le mercure. Alors il s'arrête dans le mince tube, sans redescendre. Je mets le thermomètre sous mon bras, renversé et obliquement, et avec l'index, je le frotte continuellement. Ensuite, je le secoue vers le haut. J'atteins ainsi 37,9. Mais cela n'est pas suffisant. Une allumette approchée avec précaution donne 38,7. Lorsque l'infirmière revient, je souffle fort, je respire par saccades. Je la regarde avec des yeux fixes, je remue vivement et je murmure « Je ne peux plus résister ». Elle inscrit mon nom sur une fiche. Je sais parfaitement que mon pansement ne sera pas ouvert sans nécessité. Albert et moi sommes débarqués tous les deux. Nous sommes dans un hôpital catholique, dans la même chambre. C'est une grande chance, car les hôpitaux catholiques sont connus pour leurs bons soins et leur bonne nourriture. Notre train a rempli toutes les salles. Il y a parmi nous beaucoup de cas graves. On ne nous examine pas le jour même, car les médecins sont trop peu nombreux. Dans le couloir passent continuellement les voitures plates aux roues caoutchoutées, et toujours il y a quelqu'un dedans. C'est une maudite position que d'être ainsi, étendu de tout son long. Elle n'est bonne que quand on dort. La nuit est très agitée. Personne ne peut dormir. Vers le matin, nous nous assoupissons un peu.
Je me réveille au point du jour. La porte est ouverte et j'entends des voix venant du couloir. Les autres aussi s'éveillent. L'un de ceux qui sont ici depuis quelques jours nous explique la chose. Ici, en haut, chaque matin, les sœurs prient dans le couloir. Elles appellent ça la prière du matin. Pour que vous en ayez votre part, elles tiennent les portes ouvertes. Certainement, l'intention est bonne, mais les os et le crâne nous font mal. Quelle stupidité, dis-je, alors que justement on s'était un peu endormi. Ici, ce sont les cas les moins graves. C'est pourquoi elles font comme ça, répond-il. Albert gémit. Je deviens furieux et je crie « La paix, là dehors !» Au bout d'une minute, une sœur paraît. Dans son costume blanc et noir, elle ressemble à une de ces jolies choses dont on recouvre les cafetières pour tenir le café chaud. « Fermez donc la porte, ma sœur, » dit quelqu'un. « On prie, c'est pourquoi la porte est ouverte, » réplique-t-elle. « Mais nous voudrions bien encore dormir. »« Prier vaut mieux que dormir. » Elle reste là et sourit innocemment. « Et puis, il est déjà 7 heures. » Albert gémit de nouveau. « Fermez la porte !» dis-je rudement. La sœur est toute éberluée. Apparemment, elle ne peut pas concevoir une chose pareille. « Mais c'est pour vous aussi que l'on prie. »« Ça ne fait rien, fermez la porte !» Elle s'en va et laisse la porte ouverte. La litanie résonne de nouveau. Je deviens enragé et je dis « Je vais compter jusqu'à 3. Si d'ici là ça ne cesse pas, je lance un projectile. »« Moi aussi !» déclare un autre. Je compte jusqu'à 5, puis je prends une bouteille. Je vise et je la jette à travers la porte dans le couloir. Elle se casse en 1000 morceaux. La prière s'arrête. Un essaim de sœurs arrive alors en se fâchant joliment. « Fermez la porte !» crions-nous. Elle se retire. La petite de tout à l'heure est la dernière. « Païen !» gazouille-t-elle. Malgré tout, elle ferme la porte. Nous sommes vainqueurs. À midi, vient l'inspecteur de l'hôpital et il nous couvre d'invectives. Il nous promet des peines de forteresse et encore davantage. Or, un inspecteur d'hôpital, tout comme un inspecteur de subsistance, a beau porter une longue épée et des épaulettes, il n'est somme toute qu'un fonctionnaire, et à cause de cela, il n'est pas pris au sérieux, même par une recrue. C'est pourquoi nous le laissons parler. Que peut-il bien nous arriver ? « Qui a lancé la bouteille ?» demande-t-il. Avant que j'aie pu réfléchir si je dois me dénoncer, quelqu'un dit « C'est moi !» Un homme à la barbe broussailleuse se dresse. Nous nous demandons, intrigués, pourquoi il s'accuse. « Vous ? » ?»« Oui, j'étais excité de voir qu'on nous réveillait inutilement et j'ai perdu la tête, au point que je ne savais plus ce que je faisais. » Il parle comme un livre. « Comment vous appelez-vous ? » ?»« Joseph Hamacher, territorial. » L'inspecteur s'en va. Tout le monde est plein de curiosité. « Pourquoi as-tu dit que c'était toi, puisque ce n'était pas toi ?» Il ricane. « Ça ne fait rien. J'ai un permis de chasse. » Alors, naturellement, chacun comprend. S'il a un permis de chasse, il peut faire ce qu'il veut. « Oui, raconte-t-il, j'ai reçu un coup de feu dans la tête et on m'a donné un certificat, comme quoi il y a des moments où je suis responsable. Depuis, j'en prends à mon aise. Il est défendu de m'irriter, donc à moi, on ne me fait rien. Le bougre va être bien attrapé. Et j'ai dit que c'était moi parce que ce chambard m'a amusé. Si demain elles ouvrent de nouveau la porte, nous recommencerons. » Nous sommes enchantés. Avec Joseph Hamacher, nous pouvons maintenant tout nous permettre. Puis les petites voitures plates et silencieuses viennent nous chercher. Nos pansements sont collés. Nous beuglons comme des taureaux. Il y a 8 hommes dans notre salle. Le plus grièvement blessé est Peter, une tête frisée toute noire, un coup de feu dans le poumon. C'est une chose compliquée. Franz Wechter, à côté de lui, a un bras fracassé, qui au début n'a pas mauvaise mine. Mais au cours de la 3e nuit, il nous appelle.
en nous disant de sonner car il croit qu'il perd tout son sang. Je sonne énergiquement. La sœur de garde ne vient pas. La veille au soir, nous l'avons assez fortement mise à contribution, parce que nous avions tous des pansements neufs et par conséquent des douleurs. L'un voulait que sa jambe soit placée comme ceci, l'autre comme cela, le troisième demandait de l'eau, le quatrième voulait qu'on lui remonte son oreiller. La grosse vieille avait fini par grommeler méchamment, et puis elle avait claqué la porte. Probablement que maintenant, elle suppose encore quelque chose de ce genre, car elle ne vient pas. Nous attendons. Puis Franz dit « Sonne encore une fois !» Je sonne. La sœur ne se montre toujours pas. Dans l'aile de notre bâtiment, il n'y a la nuit qu'une sœur de garde. Peut-être est-elle occupée dans d'autres chambres? Je demande « Es-tu certain, Franz, que tu saignes? Autrement, nous prendrons de nouveau quelque chose pour notre rhume. » « Je suis mouillé. Quelqu'un peut-il faire de la lumière? » Impossible. Le commutateur est à la porte et personne ne peut se lever. Je tiens mon pouce sur la sonnerie jusqu'à ce qu'il soit engourdi. Peut-être que la sœur s'est endormie. En effet, elles ont beaucoup de travail et elles sont toutes surmenées, même pendant le jour. Sans parler de la prière continuelle. « Faut-il lancer des bouteilles ?» demande Joseph Hamacher, l'homme au permis de chasse. Elle l'entendrait encore moins que la sonnerie. Enfin, la porte s'ouvre. La vieille paraît avec un air maussade. Lorsqu'elle remarque ce qui est arrivé à Franz, elle s'empresse et demande « Pourquoi n'a-t-on pas averti ?»« Mais nous avons sonné, personne ici ne peut marcher. » Franz a perdu beaucoup de sang et on lui fait un pansement. Le lendemain matin, nous regardons son visage. Il est devenu jaune et effilé. Et pourtant, la veille encore, il avait l'air presque en bonne santé. Maintenant, une sœur vient plus souvent faire la ronde. Souvent, ce sont aussi des dames auxiliaires de la Croix-Rouge. Elles sont très bonnes, mais parfois un peu maladroites. En changeant quelqu'un de lit, il arrive qu'elle lui fasse mal, elles sont alors si effrayées qu'elles lui font encore plus mal. Les sœurs sont plus expérimentées. Elles savent s'y prendre, mais nous aimerions bien qu'elles soient un peu plus gaies. À vrai dire, quelques-unes ont de l'humour. Elles sont même impayables. Qui ne ferait pas tout son possible pour être agréable à sœur Libertine, cette admirable femme qui répand la bonne humeur dans tout l'étage du loin qu'on la voit. Et il y en a plus d'une dans son genre. Pour elle, nous nous jetterions au feu. On ne peut vraiment pas se plaindre, on est ici traité par les religieuses absolument comme des civils. Quand on pense aux hôpitaux de garnison, en comparaison de ceux-ci, on est effrayé. Franz Wächter ne va pas mieux. Un jour, on vient le chercher et il ne reparaît pas. Joseph Hamacher sait ce que c'est. Nous ne le reverrons plus. Ils l'ont transporté dans la chambre aux morts. « Quelle chambre aux morts ?» demande Kropp. « Eh bien, la chambre où l'on meurt. Où est-elle ? C'est la petite chambre au coin de l'étage. Quand quelqu'un est sur le point de claquer, on l'y porte. Il y a 2 lits. Pourtant, elle est connue sous le nom de chambre aux morts. Mais pourquoi font-ils ça ? Mais ils ont moins de travail ensuite. Puis, c'est plus commode parce qu'elle est située tout près de l'ascenseur qui conduit au dépositaire. Peut-être font-ils ça aussi pour que les malades qui sont dans les salles ne meurent pas en voyant l'agonie des autres. Enfin, on peut mieux veiller sur quelqu'un quand il est seul. Mais le mourant lui-même... Joseph hausse les épaules. D'ordinaire, il ne remarque plus grand-chose de ce qui se passe. Tout le monde sait ça. Bien entendu, celui qui est ici depuis quelque temps le sait. L'après-midi, le lit de Franz Wächter est réoccupé. Au bout de quelques jours, on emporte également le nouvel occupant. Joseph fait de la main un mouvement significatif. Nous en voyons plus d'un arriver et puis s'en aller. Parfois, des parents sont assis près des lits, pleurent, parlent tout bas et avec embarras. Même une vieille femme ne veut pas s'en aller. Mais elle ne peut pourtant pas rester là toute la nuit.
Le lendemain matin, elle revient de bonne heure, mais trop tard, car lorsqu'elle s'approche du lit, il y a déjà dedans quelqu'un d'autre. Il faut qu'elle aille au dépositoire. Elle nous donne les pommes qu'elle avait apportées. Le petit Peter, lui aussi, va plus mal. Le graphique de sa fièvre est mauvais, et un jour, la légère voiture plate se trouve près de son lit. « Où me conduit-on » demande-t-il. « À la salle de pansement. » On le met dans la voiture, mais la sœur commet la faute de décrocher son uniforme et de le mettre sur la voiture. Ainsi, elle n'aura pas besoin de revenir. Peter comprend aussitôt et il veut glisser de la voiture. « Je reste ici !» On le retient. Il crie tout bas avec son poumon traversé. « Je ne veux pas aller dans la chambre aux morts. »« Mais nous allons à la salle de pansement. »« Pourquoi alors avez-vous besoin de mon uniforme ?» Il ne peut plus parler. D'une voix rauque et agitée, il murmure « Je veux rester ici !» On ne lui répond pas et on l'emmène. Devant la porte, il essaie de se redresser. Sa tête crépue et noire tremble, ses yeux sont pleins de larmes. « Je reviendrai, s'écrie-t-il. La porte se ferme. Nous sommes tous très émus, mais nous nous taisons. Enfin, Joseph dit « Plus d'un a déjà dit ça. Quand on est là-bas, impossible de tenir le coup. » Je suis opéré et je dégobille 2 jours durant. Mes os ne veulent pas bien se ressouder, dit le secrétaire du médecin. Chez un autre, la soudure s'est effectuée de travers. On sera obligé de briser l'os une seconde fois. C'est quelque chose de pitoyable. Parmi les nouveaux arrivés, il y a 2 jeunes soldats qui ont les pieds plats. À la visite, le médecin-chef s'en aperçoit et il s'arrête tout joyeux. « Nous arrangerons ça, » raconte-t-il. « Nous ferons une petite opération et vous aurez des pieds normaux. Écrivez, ma sœur. » Lorsqu'il est parti, Joseph, qui sait tout, fait entendre l'avertissement suivant. « Ne vous laissez pas opérer. Le vieux a la manie des expériences. Quand il peut avoir quelqu'un pour cela, il ne le lâche plus. Il vous opère les pieds plats et ensuite, effectivement, vous n'avez plus les pieds plats. En revanche, vous avez des pieds beaux et il vous faut toute votre vie marcher avec des bâtons. » « Mais alors que faire ?» demande l'un des soldats. « Dire non. Vous êtes ici pour guérir vos blessures et non pas pour vos pieds plats. Est-ce qu'au front, vous ne les avez pas eus ? Ah, voyez-vous, maintenant vous pouvez encore courir. Mais dès que le vieux vous aura tenu sous son couteau, vous serez infirme. Il a besoin de sujets d'expérience. Pour lui, la guerre est à cause de cela une époque magnifique, comme pour tous les médecins. Voyez en bas au centre médical, une 12aine de ces opérés s'y traînent. Plusieurs sont là depuis des années. Et pas un ne marche mieux qu'avant. Presque tous marchent plus mal et la plupart avec les jambes dans le plâtre. Tous les 6 mois, il les rattrape et il leur brise les os une fois de plus, en disant chaque fois que la guérison va venir. Tenez-vous sur vos gardes. Il n'a pas le droit de le faire, si vous dites non. Mais, mon vieux, dit l'un des 2, d'un ton là, mieux vaut les pieds que la tête. Sais-tu ce qui t'arrivera si tu retournes là-bas ? Ils feront de moi ce qu'ils voudront, pourvu que je revienne à la maison. Mieux vaut être pieds beaux que mort. L'autre, un jeune homme comme nous, ne veut pas de l'opération. Le lendemain matin, le vieux les fait descendre tous les 2 et il leur parle et les menace jusqu'à ce qu'ils finissent par accepter. Que peuvent-ils faire d'autre ? Ce ne sont que de pauvres poilus et lui est un Manitou. On les rapporte plâtrés et chloroformés. Albert va mal. On vient le chercher pour l'amputer. On lui coupe toute la jambe. Maintenant, il ne parle presque plus, mais il a dit que quand il remettra la main sur son revolver, il se fera sauter la cervelle. Un nouveau transport arrive. Notre chambre reçoit 2 aveugles. L'un d'eux est un tout jeune musicien. Lorsque les sœurs lui donnent à manger, elles n'ont jamais de couteau, car une fois déjà, il en a arraché un à l'une d'elles. Malgré cette précaution, un incident se produit. Le soir, à l'heure du repas, la sœur qui le fait manger est appelée ailleurs. Elle pose sur sa table l'assiette et la fourchette.
Alors l'aveugle cherche la fourchette en tâtonnant, la trouve et se l'enfonce de toutes ses forces dans la poitrine. Puis il saisit un soulier et frappe sur le manche tant qu'il peut. Nous appelons à l'aide et il faut 3 hommes pour lui enlever la fourchette. Les dents émoussées avaient déjà pénétré profondément. Toute la nuit, il nous injurie et nous empêche de dormir. Le lendemain matin, il a une violente crise de larmes. De nouveau, les lits se vident. Des journées passent au milieu des souffrances et de l'angoisse, des gémissements et des râles. Les chambres aux morts ne servent plus à grand-chose. Il y en a trop peu. La nuit, les gens meurent même dans notre salle. Ça va plus vite que les sœurs ne peuvent réfléchir. Mais un jour, la porte s'ouvre brusquement. La voiture plate entre et nous apercevons sur le brancard Peter, tout pâle, tout menu, se soulevant d'un air triomphal avec sa tête noire et crépue aux cheveux hérissés. Sœur Libertine, radieuse, le conduit à son ancien lit. Il est revenu de la chambre aux morts. Nous le croyions fini depuis longtemps. Il regarde autour de lui et s'écrie « Qu'est-ce que vous en dites ?» Et Joseph lui-même doit avouer que c'est la première fois qu'il voit ça. Peu à peu, quelques-uns d'entre nous ont la permission de se lever. On me donne des béquilles pour m'aider à faire quelques pas, ça et là. Mais je n'en use pas beaucoup. Je ne peux pas supporter le regard d'Albert lorsqu'il me voit aller dans la chambre. Il me regarde alors toujours avec des yeux si étranges. Aussi, je me glisse parfois dans le couloir, je peux m'y mouvoir plus librement. À l'étage, en dessous, sont les blessés du ventre et de la moelle épinière, ceux qui ont reçu des balles dans la tête et les amputés des 2 membres. Dans l'aile droite, les blessés de la mâchoire, les gazés, ceux qui ont été atteints au nez, aux oreilles et au cou. Dans l'aile gauche, les aveugles et ceux qui ont des blessures aux poumons, au bassin, aux articulations, dans les reins, dans les parties et à l'estomac. C'est ici qu'on voit sérieusement tous les endroits où un homme peut être blessé. 2 malades meurent du tétanos. La peau devient terne, les membres se raidissent et il finit par ne plus y avoir de vivants que les yeux, dans lesquels la vie persiste longtemps. Chez beaucoup de blessés, le membre atteint est suspendu en l'air librement par une sorte de potence. Sous la blessure est placé un bassin dans lequel s'égoutte le pus. Toutes les 2 ou 3 heures, on vide le bassin. D'autres sont couchés avec un appareil d'extension et de lourds poids descendent de leur lit. Je vois des blessures à l'intestin qui, continuellement, sont pleines d'excréments. Le secrétaire du médecin me montre des radiographies d'os de la hanche, de genoux et d'épaules complètement brisés. On ne peut pas comprendre que sur des corps si mutilés, il y a encore des visages humains, dans lesquels la vie suit son cours quotidien. Et cependant, ce n'est là qu'un seul centre médical. Il y en a des centaines de mille en Allemagne, des centaines de mille en France, des centaines de mille en Russie. Puisque pareille chose est possible, combien tout ce qu'on n'a jamais écrit, fait ou pensé est vain. Tout n'est forcément que mensonge ou insignifiance, si la culture de milliers d'années n'a pas pu empêcher que ces flots de sang soient versés et qu'il existe par centaines de mille de tels geôles de torture. Seul l'hôpital montre bien ce qu'est la guerre. Je suis jeune, j'ai 20 ans, mais je ne connais de la vie que le désespoir, l'angoisse, la mort et l'enchaînement de l'existence la plus superficielle et la plus insensée à un abîme de souffrance. Je vois que les peuples sont poussés l'un contre l'autre et se tuent sans rien dire, sans rien savoir, follement, docilement, innocemment. Je vois que les cerveaux les plus intelligents de l'univers inventent des paroles et des armes pour que tout cela se fasse d'une manière encore plus raffinée et dure encore plus longtemps. Et tous les hommes de mon âge, ici et de l'autre côté, dans le monde entier, le voient comme moi. C'est la vie de ma génération, comme c'est la mienne. Que feront nos pères si un jour nous nous levons et nous nous présentons devant eux pour réclamer des comptes? Qu'attendent-ils de nous lorsque viendra l'époque où la guerre sera finie? Pendant des années,
Nous n'avons été occupés qu'à tuer. Ça a été notre première profession dans l'existence. Notre science de la vie se réduit à la mort. Qu'arrivera-t-il après cela? Et que deviendrons-nous? Le plus âgé de notre chambre est Lewandowski. Il a 40 ans et il est déjà depuis 10 mois à l'hôpital, à cause d'une blessure grave au ventre. Ce n'est que ces dernières semaines qu'il a pu faire quelques pas, en boitant et tout courbé. Depuis quelques jours, il est très agité. Sa femme lui a écrit du petit village où elle habite en Pologne qu'elle a assez d'argent pour payer le voyage et venir le voir. Elle est en route et peut arriver d'un jour à l'autre. Lewandowski ne trouve plus aucun goût à la nourriture. Même, il donne aux autres sa saucisse aux choux rouges, après en avoir pris seulement quelques bouchées. Continuellement, il va et vient dans la chambre avec sa lettre. Chacun l'a déjà lue une douzaine de fois. Les timbres-poste ont été examinés Dieu sait combien de fois. L'écriture est à peine lisible à cause des taches de graisse et des taches de doigts. Et comme c'était fatal, Lewandowski attrape la fièvre et est obligé de se recoucher. Il n'a pas vu sa femme depuis 2 ans. Au cours de ce temps, elle a mis au monde un enfant qu'elle amène avec elle. Mais quelque chose de tout différent occupe Lewandowski. Il avait espéré recevoir l'autorisation de sortir pendant le séjour de sa femme. Car c'est clair, se voir est très joli, mais quand on retrouve sa femme après un temps long, on veut, si c'est possible, encore autre chose. Lewandowski a discuté de cela avec nous pendant des heures, car dans la vie militaire, il n'y a pour ça pas de secret. D'ailleurs, personne n'y trouve rien à dire. Ceux d'entre nous qui peuvent sortir lui ont indiqué quelques bons coins en ville, des promenades et des parcs où il ne serait pas dérangé. Quelqu'un connaissait même une petite chambre. Cependant, à quoi bon? Lewandowski est couché, en proie à des soucis. Plus rien dans la vie ne l'intéresse s'il doit se priver de cela. Nous le consolons et nous lui promettons que nous trouverons un moyen d'arranger l'affaire. L'après-midi suivant arrive sa femme, un petit être ratatiné, avec des yeux d'oiseau, vifs et inquiets, vêtu d'une espèce de mantille noire à collerette et à ruban. Dieu sait où elle a trouvé cette antiquité. Elle murmure tout bas quelque chose et reste timidement devant la porte. Elle est effarouchée de voir là 6 hommes. « Eh bien, Maria, dit Lewandowski, tandis qu'il semble s'étrangler avec sa pomme d'Adam, tu peux entrer sans crainte. Ils ne te feront rien. » Elle va vers chacun de nous, en nous donnant la main. Puis elle montre l'enfant qui, entre-temps, a fait danser l'ange. Elle a avec elle un grand sac brodé de perles, d'où elle sort un linge propre pour remmailloter lestement l'enfant. Elle est maintenant débarrassée de sa gêne première, et les 2 époux se mettent à parler. Lewandowski est très nerveux. Il regarde sans cesse de notre côté, avec ses yeux ronds à fleur de peau, d'un air extrêmement malheureux. Le moment est favorable. La visite du médecin est passée. Tout au plus, si une sœur pourrait encore venir dans la chambre. C'est pourquoi l'un d'entre nous va voir dehors, une fois de plus pour savoir ce qu'il en est. Il revient et dit, avec un signe de tête, « Pas une charogne en vue. Eh bien, dis-le lui donc, Johann, et grouille-toi. » Les 2 époux s'entretiennent dans leur langue. La femme nous regarde, un peu rouge et embarrassée. Nous rions doucement d'un air bonhomme, et nous faisons de la main des gestes désinvoltes, signifiant qu'il n'y a là-dedans rien de mal. Au diable tous les préjugés! Ils sont bons pour d'autres temps. Ici est couché le menuisier Johann Lewandowski, soldat qu'un coup de feu a rendu infirme, et voici sa femme. Qui sait quand il la reverra? Il veut la voir, il faut donc qu'il l'ait. La chose est simple. 2 hommes se placent devant la porte pour retenir les sœurs et les occuper, si par hasard elles arrivaient. Ils feront le guet pendant environ un quart d'heure. Lewandowski ne peut se coucher que sur le côté. C'est pourquoi on lui met quelques oreillers de plus sous le dos. Albert prend l'enfant,
Puis nous nous tournons un peu. La mantille noire disparaît sous la couverture et nous attaquons un scat en parlant très fort de toutes sortes de choses. Tout va bien. J'ai en main un jeu terrible. Aussi, nous oublions presque Lewandowski. Au bout de quelque temps, l'enfant se met à criailler, bien qu'Albert le berce en rythme, avec une mine désespérée. Puis, l'on entend des froissements et de légers bruits, et lorsque nous regardons incidemment, nous voyons que l'enfant a déjà le biberon à la bouche et est de nouveau avec sa mère. La chose a bien marché. Nous nous sentons maintenant une grande famille. La femme est devenue tout à fait gaie et Lewandowski, radieux, transpire dans son lit. Il déballe le sac brodé. Quelques belles saucisses apparaissent. Lewandowski prend son couteau comme si c'était un bouquet et il tranche la viande en morceaux. D'un ample mouvement, il nous désigne et la petite femme ratatinée va de l'un à l'autre en nous souriant et en nous distribuant une part à chacun. Maintenant, elle a l'air tout à fait jolie. Nous l'appelons maman. Elle est heureuse et elle remonte nos oreillers. Quelques semaines plus tard, je vais tous les matins à l'Institut Zander. Là, ma jambe est solidement bouclée et on lui fait faire des mouvements appropriés. Mon bras est depuis longtemps guéri. Il arrive du front de nouveaux transports. Les pansements ne sont plus en étoffe, ils sont faits simplement avec du papier blanc crêpé. Là-bas, le linge à pansement est venu à manquer. Le moignon d'Albert guérit très bien. La plaie est presque fermée. Dans quelques semaines, il doit aller dans un centre de prothèse. Il parle peu et il est beaucoup plus grave qu'autrefois. Souvent, il s'arrête au milieu de la conversation et regarde fixement devant lui. S'il n'était pas avec nous, il y a longtemps qu'il aurait mis fin à ses jours, mais il est sorti de la période la plus difficile. Parfois, il nous regarde jouer au scat. J'obtiens une permission de convalescence. Ma mère ne veut plus me laisser repartir. Elle est si faible. Tout va encore plus mal que la dernière fois. Ensuite, je suis réclamé par mon régiment et je repars pour le front. Il est dur pour moi de me séparer de mon ami Albert Kropp. Mais dans la vie militaire, on se fait à tout avec le temps.